La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papille. Fondant, structuré, parfois minimaliste ou délicieusement pop, dans cet épisode de Papille, on parle d'image, de goût et de tout ce qui se joue avant même la première bouchée. Emeline est graphiste culinaire. Elle accompagne chefs, pâtissiers et pâtissières, boulangers et boulangères et restaurateurs et restauratrices dans la création de leur identité visuelle et de leur image de marque grâce à M Studio. Parce qu'une identité doit être pensée comme une recette, des bases solides, une vraie intention et une touche personnelle qui fait toute la différence. Emeline nous raconte comment le graphisme et la gastronomie se sont entremêlés dans son parcours. Ensemble, on parle stratégie, sens, réseaux sociaux, investissement et surtout de la nécessité de raconter une histoire cohérente visuellement quand on crée dans la food. Bonne écoute! Bonjour Emeline! Bonjour Léa! Comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Bah écoute, ça va aussi. Je suis contente de pouvoir discuter avec toi et aujourd'hui j'avais envie de justement qu'on discute ensemble, de donner aussi quelques conseils pour réussir sa stratégie visuelle aussi sur les réseaux sociaux quand on est un chef, un restaurateur, un boulanger, enfin bref, que tu nous donnes un petit peu tes petits conseils de pro. Bah oui, avec plaisir. Et du coup, pour commencer, je voulais un peu revenir quand même toi sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? C'était l'éclair au chocolat. Ok. Ça allait toujours en quelque sorte. C'est ce que j'allais demander, tu as toujours ça. Et est-ce que t'as une, je sais pas, genre ton top 3 des meilleurs éclairs au chocolat que t'as goûté? Oh waouh! Bah en fait, j'ai toujours mangé le même, enfin il venait toujours de la même boulangerie, une petite boulangerie, dans laquelle mes parents allaient quand j'étais jeune. Et du coup, c'est vrai que je crois que j'en ai jamais goûté d'autres ou alors, enfin vraiment sur le passage, un peu par hasard, mais j'ai jamais cherché à aller ailleurs pour en goûter. T'es restée fidèle à cette boulangerie. Ouais, complètement. Donc, qu'est-ce qui a fait au début que, enfin, c'est quoi ton parcours à l'origine? Qu'est-ce qui a fait que t'es arrivée jusqu'à t'intéresser du coup au graphisme culinaire? En fait, j'ai toujours su en soi que je voulais être, alors pas graphiste pur et dur, mais j'ai toujours un peu gravité sur, tous les métiers qui étaient autour du graphisme, en étant jamais très, très loin et ça depuis la troisième quand on te demande: «Ouais, qu'est-ce que tu Ouais. aimerais faire?» et cetera. Donc c'était un peu, enfin je savais où je voulais aller et c'est vrai qu'après le lycée, je suis venue, je suis allée à Strasbourg et du coup, j'ai fait une année de mise à niveau en arts appliqués et cette année-là, elle m'a permis de toucher un peu à tout, donc que ça soit du dessin, du croquis de nu, de l'architecture, du graphisme, montage vidéo et cetera et on a eu une liberté qui était assez folle, je trouve, dans les réalisations qu'on faisait et là, je me suis dit: «Ouais, en fait, j'adore ce côté, très, expérimental, toute cette partie où on laisse libre cours à notre imagination» et je me suis vraiment ensuite, consacrée au graphisme pur et dur et de là, c'est pareil, en fait, dans tous les projets, on avait cette liberté, le fait de pouvoir choisir la façon dont on voulait répondre au sujet, au projet et en fait, je le faisais très inconsciemment mais j'arrivais toujours d'une manière ou d'une autre à mettre la cuisine, enfin l'alimentation en général dans mes projets. Mais
en fait, c'est vraiment j'aimais ça. Je viens d'une famille où on adore, manger, on adore cuisiner, on aime prendre le temps. Enfin, ma maman, elle fait des super repas, elle essaye toujours un peu de se dépasser et c'est vrai qu'avec ma sœur aussi, on adore ça et moi, ce que je préfère vraiment, c'est le côté, pâtisserie, donc créer, enfin faire des pâtisseries et cetera et c'est vrai que du coup, en fait, je je pense que vu que ça me plaisait, sans m'en rendre compte, je le mettais dans mes projets parce que je prenais mes projets à cœur, mais ça allait jusqu'au point où, enfin, à un moment donné, je me souviens que j'avais une fois un projet, fallait représenter quelque chose qui n'était pas visuel. Et en fait, je me suis amusée à me dire: «Bah, on va le représenter par des traces» et pour faire les traces, je suis allée jusqu'à prendre, des tomates, à les écraser sur une feuille, enfin, tu vois? C'était vraiment très loin et à ce moment-là, je pense que je me rendais pas compte de ce que je faisais vraiment Mmh. et c'est plus tard, avec le recul, je me suis dit: «Mais attends», quand j'ai repris un peu tous mes projets, je me suis dit, «Bah, là, je il y avait rien à voir et j'ai réussi à prendre des tomates, à les mettre en valeur». À un moment donné, on parlait de j'avais un projet sur le diabète, je suis allée, créer des recettes, pour les faire. Enfin, c'est vraiment dans ce sens-là et je pense que j'ai après, j'ai toujours eu cette envie de me dire: Je vais travailler en tant que graphiste pour des restaurants, pour des chefs, pour des pâtisseries et j'ai pas osé dire: «Ben, en fait, spécialise-toi vraiment dans le graphisme culinaire». OK. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait plus tard, enfin, il y a ouais, que j'ai fait plus tard en me disant: «Bah, en fait, si j'aime tellement ça et que je veux vraiment enfin, être avec eux, bah, en fait, je vais être uniquement graphiste culinaire et vraiment me projeter là-dedans» et c'est d'autant mieux parce que du coup, vu que je les côtoie au quotidien, enfin, j'ai leur langage, je sais, quand ils peuvent être dispo, comment, enfin, en fait, il y a tout ça qui fait qu'après il y a une fluidité entre nous qui est assez appréciable. Oui, puis finalement, ça te permet aussi de, justement de prendre en compte les codes très précis et d'être enfin, du coup, de te spécialiser en te disant: «Bah, du coup, je vais à fond là-dedans», plutôt que de connaître un peu plein de sujets, mais aucun vraiment par cœur. Là, au moins, tu vas à fond dans un sujet, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. En fait, en tant que graphiste aujourd'hui, tu vois, je pourrais répondre enfin, je pourrais, travailler pour n'importe quelle entreprise, enseigne, secteur, parce que les bases du graphisme sont là. Mais le fait d'être vraiment maintenant spécialisée dans le culinaire, en fait, c'est simple quand j'ai un client, même, un quelqu'un qui me pose des questions ou un prospect qui vient et qui me parle de quelque chose, c'est tellement, fluide entre nous la Mmh. conversation parce qu'il y a des fois des mots plus techniques que du coup je comprends et sur lesquels je peux répondre et je sais de quoi je parle, en fait. Et depuis combien de temps, du coup, tu t'es spécialisée vraiment là-dedans à fond? Hem, Ça va faire 2 ans et demi à peu près, vraiment. OK. Et donc quelles sont justement les spécificités par rapport au graphisme en règle générale du graphisme culinaire? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qui est enfin, tu vois, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce qu'on met plus en avant, par exemple? Alors je dirais que c'est plus le côté, comprendre la cible, les chefs, les pâtissiers, savoir que, enfin, les horaires où ils sont le plus disponibles, c'est plus dans ce sens-là et après, bien mettre en valeur les produits. Il y a des choses qui ils vont être plus à cheval sur la présentation de leurs plats, sur, le visuel qui est rendu derrière. C'est plus, sur ces petits points-là, en fait. OK. Et en quoi consiste ton métier très exactement? Tu vois, quel est l'accompagnement justement que tu fournis, Alors, du coup, moi, je suis beaucoup plus axée sur l'identité visuelle, l'image de marque. Donc, vraiment mettre en valeur finalement enfin, la structure, permettre de créer une identité qui va résonner aussi bien avec leur cible que, représenter leur positionnement, leur histoire et cetera. En fait, il y a une vraie stratégie d'image de marque que je mets en place, en plus de cette identité visuelle, parce que juste avoir un logo, par exemple, ça va
clairement te servir à rien. Ouais. Et je sais que c'est un peu le problème, les gens ont un peu de mal à comprendre ça, mais ton logo, il faut que déjà, faut pas juste en avoir un, faut avoir des déclinaisons pour qu'il puisse vivre sur tous tes supports. Tu vas peut-être pas avoir le même sur le devant de ta boutique et le même sur tes réseaux sociaux parce que le format n'est pas adapté. Mais il y a aussi ce côté stratégie d'image de marque qui est hyper important parce que si tu veux que ton enseigne, elle parle à ta cible au-delà des produits et de ce que tu proposes évidemment, bah, il faut que l'image, elle l'attire aussi. Tu peux pas, en fait, ça va jusqu'aux couleurs. Tu peux pas avoir, par exemple, tu peux pas mettre du rose flashy si alors je sors du culinaire, mais si, tu travailles, pour tout ce qui va être cimetière, tu vois? Il y a toute Ouais. cette réflexion derrière qui est hyper importante et qui doit, qui sur laquelle on ne doit pas faire l'impasse et là-dessus, j'y mets un point d'honneur et d'ailleurs, c'est vrai que quand je travaille avec les clients, je dis toujours: «Au début, c'est vous qui allez travailler, au tout début» parce que j'envoie un questionnaire qui doit faire, une vingtaine de pages. Mais en fait, toutes ces questions, c'est vraiment leur histoire, pourquoi ils font ça, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, où ils se projettent. Enfin, tout ça, ça me permet finalement de rentrer un peu dans leur intimité, mais de prendre part à 100 de leur projet, de m'investir complètement et après derrière, enfin, c'est un peu comme si j'étais, un membre à part entière, tu vois, du projet parce que, mon but, c'est de les comprendre totalement pour retranscrire au mieux cette identité et après vient tout ce qui suit, donc tous les supports imprimés comme des flyers, des brochures, les supports, plus type réseaux sociaux, templates et cetera. Hem, tu as aussi les sites internet. Je fais aussi tout ce qui va être site internet, type site vitrine juste pour présenter la boulangerie ou, site, plus, e-commerce pour, bah, vendre en ligne, faire du click and collect, voire même mettre de la réservation directement sur le site et derrière, tout ce qui est ensuite stratégie d'image de marque si tu as un événement, si, tu veux te lancer sur les réseaux, il te faut aussi une stratégie, une ligne éditoriale. Tout ça, je le fais aussi parce que, en gros, si tu veux, c'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai fait des études de graphisme et derrière je suis retournée sur les bancs de l'école un peu plus tard et j'ai fait un master en communication et cette fois-ci, j'ai vu la communication pure et dure et Mmh. c'est ce qui me permet aujourd'hui de proposer aussi de la stratégie, même si j'ai à cœur aussi de m'entourer de partenaires qui me permettent de répondre à toutes les demandes potentielles de mes clients, comme des photographes, des stylistes culinaires et cetera. Mais c'était quand même important, pour moi en tout cas, d'avoir un peu la double casquette graphiste et communication, parce que tu comprends nettement mieux les demandes et les projets des clients et même si je peux pas ou j'ai pas envie parce que c'est pas ce sur quoi je table le plus, la stratégie, pure et dure j'entends, ben, au moins je sais de quoi il s'agit, je sais de quoi ils ont besoin et après, à moi de faire le nécessaire pour déléguer aux bonnes personnes et répondre au mieux à leurs demandes. Ouais, puis en plus, pour travailler, tu vois, dans le monde de la communication, moi aussi, je trouve que c'est 2 métiers où les gens confondent un peu. Où en fait tu sais enfin tu as un peu l'impression que du coup tu sais un peu tout faire, tu vois? Tu sais, aussi bien genre écrire des articles que faire des visuels, qui soient trop bien, que enfin tu vois? Je trouve que dans la tête des gens, c'est pas forcément super net que, c'est des métiers très différents et du coup tu peux savoir faire l'un sans savoir faire l'autre, quoi et donc c'est effectivement pas mal d'avoir cette double casquette. Ouais, c'est ça, totalement. C'est hyper compliqué et je trouve qu'en plus, le métier de graphiste est souvent collé au métier de tout ce qui va être communication. Mmh. Mais, bah, pour avoir repris les études et être allée en communication vraiment et avoir vu les gens de ma classe, bah, ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils pensaient savoir faire au niveau vraiment, plus visuel graphiste, bah, en fait, mon petit cœur de graphiste, il a eu mal, tu vois? Je me suis dit: «Non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, enfin ça se fait pas» et puis c'est pareil, aujourd'hui, tu as Canva qui est super et c'est un super outil et moi, je pour moi, il faut l'utiliser, c'est important et même moi, je l'utilise pour tout ce qui va être visuel de réseaux sociaux, tu vois? C'est un gain de temps phénoménal, mais tu ne peux pas enfin, il y a quand même des codes que tu dois avoir, que tu n'as pas si tu as pas fait des études de graphisme et c'est logique, mais c'est vrai que c'est là où les gens ont un peu du mal à voir la différence.
Donc oui, tu commences en faisant cette double casquette, etc. Généralement, quand les gens viennent te voir, est-ce qu'ils ont une demande très précise? Enfin, si au départ, en fait, justement, je voulais te demander comment est-ce que tu t'imprégnais de l'univers de chacun. Et du coup, ça, tu m'as dit en envoyant un questionnaire où effectivement, tu as besoin de beaucoup comprendre quel est l'objectif, quelle est l'ambition, etc. Est-ce que globalement, quand les gens viennent te voir, il y a, je sais pas, des demandes qui se rejoignent? Est-ce que, à l'origine, la première demande, c'est globalement toujours un peu la même, mais finalement, en affinant, il y a des choses très différentes qui en ressortent? Alors, déjà, généralement, on me contacte plus pour tout ce qui est identité visuelle. C'est vraiment là-dessus qu'on se rapproche de moi. Après, je pense que si je si je prends les derniers projets que j'ai eu un peu ce côté, on aimerait être dans le haut de gamme, quelque chose d'assez, minimaliste, comme ci, comme ça et c'est vrai que du coup, j'avais 2 demandes qui étaient assez proches, sur ces points-là. Mais en fait, je pense que c'est là où le graphiste est important aussi, c'est que du coup, derrière moi, j'ai eu la réflexion une fois que j'avais leur questionnaire et tout, de me rendre compte que oui, OK, tu veux être sur l'haut de gamme et cetera, mais c'est pas ce qui va correspondre à 100 à ta cible et à ce que tu veux proposer et surtout finalement, même, je sais que j'avais une cliente, je lui ai proposé quelque chose qui était très, enfin assez haut de gamme et cetera, visuellement pour le logo et quand elle l'a vu, elle a dit: «Ah non, non, Mmh. bah, en fait, c'est enfin ça me convient pas et je préfère l'autre piste que tu me proposes» et cetera. Donc c'est aussi à nous finalement en tant que graphiste de pouvoir aiguiller correctement, de donner notre avis sans jamais forcer le client parce que je pense que ça c'est hyper important. Enfin, moi je leur dis toujours: «C'est mon avis, c'est mon œil de graphiste. Maintenant, l'identité visuelle, oui, elle doit répondre à la stratégie, oui, elle doit parler à votre cible, mais elle doit aussi vous plaire». Le Mmh. final, c'est qu'ils soient aussi fiers de leur identité, sinon, il y a pas non plus d'intérêt. Donc faut avoir ce juste milieu et ça passe par beaucoup de discussions et de compréhension et ouais, après je sais que moi j'aime bien, j'envoie pas non plus, tu vois, les choses juste comme ça aux clients de but en blanc. On prend le temps, on s'appelle, on fait des visios où on se voit suivant où ils sont et on en discute et on échange en fait. Enfin, l'humain reste au centre de la collaboration et ça c'est aussi primordial. Oui et donc des fois, ça passe aussi par, même si on décrit genre une envie très précise, proposer une piste qui est très différente pour voir aussi comment vont les réactions, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je propose toujours 2 pistes déjà. Donc quand, même s'ils veulent quelque chose de très précis, je vais aller parce que ça reste leur demande, mais je vais aussi derrière faire quelque chose que moi j'estime beaucoup plus adapté et tout en expliquant les choix et les 2 choix, tu vois? Bon, sauf si vraiment, l'envie, est à 3000 à côté de ce qu'ils, proposent, mais sinon ça reste quand même assez proche et ensuite finalement avec les explications et cetera, ben, j'ai jamais eu de cas, en tout cas aujourd'hui, où ils ont préféré ce que eux voulaient à ce que Ouais. moi je propose. Parce que l'argumentation derrière, elle tient la route et parce que c'est basé sur la stratégie finalement. Et est-ce que tu connaissais du coup toi tout le secteur de la gastronomie? Alors donc tu me disais tout à l'heure que tu beaucoup ça et tu grandi dans une famille où c'était très important, mais est-ce que c'était un milieu que tu connaissais? Pas du tout. Et qu'est-ce que tu as découvert sur ce milieu? Ça m'intéresse parce que je veux voir un peu quels sont tes retours sur ça, Hem, alors, en fait, c'est une bonne question. Parce que j'ai jamais eu quelqu'un, enfin dans mon entourage ou autre, j'ai personne qui, travaille dans le secteur de la gastronomie. Par contre, c'est vrai que du coup, vu qu'on aime manger et cetera, on a toujours été dans des restaurants. Donc j'ai fait un peu tout type de restaurant. Je connais un peu, enfin j'ai les codes, tu vois, de tout ça, même, quand tu vas resto gastronomique et cetera. Donc ça, j'ai un peu, j'ai pas envie de dire baigné dedans, mais c'est quelque chose que j'ai fait depuis petite. Donc là-dedans, je suis pas, j'ai rien qui a pu me surprendre niveau visuel ou autre. En fait, c'est plus le côté, opérationnel de l'humain, de les voir vraiment en action. Enfin maintenant tu vois, pour certains projets, je suis dans les cuisines pour prendre des enfin, je prends pas les photos, mais j'accompagne la photographe, donc
je regarde, je supervise, je m'imprègne aussi de ce qu'elle prend en photo pour communiquer dessus derrière. Et c'est plus être dans ce côté de l'effervescence, de sortir des plats, des petites recettes, des petits tips, en fait, des chefs quand ils cuisinent, ce genre de choses. Je sais pas si ça répond à ta question, du coup. Ouais, non, c'est très clair. Et alors, comment est-ce que... Parce que je trouve que, tu vois, comme tous les métiers un peu, justement, que ce soit photographe ou graphiste, etc., tu mêles un peu ta patte avec, justement, l'univers d'un client ou d'une cliente. Comment déjà est-ce que on trouve sa patte? Comment est-ce que toi, t'as trouvé un peu quel était ton univers, ce que t'aimais bien? Et ensuite, après, comment tu fais en sorte de à la fois mettre un peu du tien et en même temps respecter l'univers du client? Alors, comment j'ai trouvé ma patte? Je pense... Je sais pas. En fait, si tu m'avais posé cette question il y a 6-8 mois, je t'aurais dit que j'ai trouvé ma patte et que je suis sur quelque chose de très... beaucoup plus minimaliste, fin, plus esthétique. J'adore ce côté très... Pas vraiment droit, mais très propre, si je peux dire, très haut de gamme. J'aime beaucoup ça, un peu comme des restos gastronomiques, tu vois, leur communication. C'est vraiment là-dessus que je me projette. J'adore ce côté-là, même, enfin, dans ma vie personnelle, dans le côté hyper rangé, etc. chez moi. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu un projet qui m'a un peu sorti de cette zone de confort. J'ai fait une identité visuelle pour des biscuits décorés. Et en fait, c'est un univers, pareil, elle souhaitait quelque chose d'assez haut de gamme, mais en même temps, quand même très coloré. Donc en fait, elle a pris 2 extrêmes. Elle voulait 2 extrêmes pour une identité visuelle. Et de prime abord, on se dit, c'est pas possible. Ouais. C'est compliqué. Finalement, en creusant, je me suis rendu compte que les inspirations, ce qu'elle me montrait, ce qu'elle appelait très coloré, très pop et enfantin, ça se rapprochait d'une certaine manière du côté un peu plus haut de gamme et raffiné quand même. Et j'ai réussi à trouver ce juste milieu et en fait, j'ai fait une identité visuelle qui était alors quand on la regarde, elle est pas du tout, elle fait pas haut de gamme, enfin elle a pas les codes un peu de ce qu'on s'imagine dans le haut de gamme, mais elle a ce côté très solaire, très joyeux et une touche un peu enfantine comme ça. Et quand j'ai fait ce projet, franchement, je me suis dit: «Waouh!» Moi qui étais sûre d'adorer le côté, très, très carré et très esthétique, je me suis dit: «Mais en fait, je me suis éclatée à faire des illustrations, de petits arcs-en-ciel, de petites poches à douille et cetera pour illustrer son logo». J'ai mis des couleurs pop et là, ça a un peu, remis en question, le côté de me dire, j'avais ma patte justement, artistique et graphique. Et finalement, je pense qu'on a des choses qu'on aime plus ou moins, mais je pense qu'on est capable de s'adapter aussi au projet. Et je pense que c'est surtout en fait le projet. Quand le projet te plaît et te fait vibrer et quand tu y crois, et c'est aussi un critère pour accepter un projet hein, finalement, je pense qu'en fait tu arrives à t'adapter hyper facilement à ce qui est demandé. Ok. Et alors justement, est-ce que tu as des conseils là-dessus? Tu vois, je sais pas, enfin justement en se disant, je suis genre, tu vois, une restauratrice qui vient d'ouvrir son restaurant, et cetera, et je veux un peu définir toute l'identité visuelle. Ou alors, déjà, est-ce que c'est la même chose que si je te dis, bah voilà, ça fait quelques années que je le fais, et j'ai envie de changer un peu d'univers, de mettre un coup de frais. Quels seraient tes conseils un peu là-dessus? À quoi faut que je pense? Qu'est-ce qu'il faut que je te donne comme info? Euh, alors déjà que tu commences une identité, enfin que tu as envie d'avoir une identité pour la première fois ou que tu veuilles faire une refonte, clairement, ça va passer par la stratégie parce que elle est indispensable. Parce qu'en fait, si aujourd'hui tu veux refaire ton identité visuelle, potentiellement, c'est que quelque chose a changé. Et ce Ouais. quelque chose, si t'es pas capable d'expliquer ce que c'est, ce qui te donne envie de changer l'identité,
Et bah, justement, avec le questionnaire, tu vas certainement creuser et te rendre compte de ce qui fait que tu as besoin de changer ton identité. Donc ça, c'est indispensable. Et bah, mon conseil, c'est vraiment déjà de réfléchir à tout ça. C'est de savoir, est-ce que ton positionnement est toujours le même ou quel est ton positionnement, à qui tu veux parler. En fait, c'est la base que finalement ils ont déjà quand ils lancent le projet parce que c'est la base de tout projet, c'est avec ton business plan, etc. Et euh, après, à quoi tu dois penser? Ben, simplement à toi de te renseigner et de chercher un graphiste qui te plaît, qui fait aussi de regarder ses projets et de voir si ce que lui, ce qu'il crée, ça te plaît et ça te parle. Parce que, ben voilà, on parlait de la patte artistique, chacun a sa vision des choses. Il y a des personnes qui vont être vraiment qui vont toujours faire le même type d'identité visuelle parce que c'est ce qu'ils aiment et ils sont faits pour ça. Donc tu peux pas, si tu veux, bah voilà, comme dit, si tu veux un projet hyper coloré, tu peux pas aller vers quelqu'un qui va faire quelque chose de uniquement très haut de gamme en noir et blanc tout le temps. Donc déjà de regarder ça et après de regarder surtout la prestation qui est proposée pour ton image de marque, de bien faire attention à tout ce que tu peux retrouver dedans parce que c'est vrai que moi je mets un point d'honneur à avoir cette stratégie d'image de marque, mais c'est pas quelque chose que tu retrouves tout le temps. Et après, tu vois, sur toute la partie plutôt présence réseaux sociaux, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qui est important de mettre en avant? Et aussi, tu vois, je trouve c'est un peu, en fait, je trouve qu'il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, et notamment avec, tu vois, l'essor d'Instagram et la puissance aussi d'Instagram pour faire découvrir, notamment quand t'es dans le domaine de la gastronomie. Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu incontournable finalement d'être sur les réseaux sociaux, sauf que c'est un métier à part entière. Et c'est un métier pour lequel, tu vois, je trouve que t'es pas du tout formé quand t'es chef et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Mais du coup, comment est-ce que on fait en sorte d'avoir une présence qui retranscrit ce qu'on veut dire, ce qui retranscrit notre univers, alors que voilà, on sait pas forcément comment faire. Je pense que déjà le plus important, donc oui, je suis d'accord sur le côté Instagram. Je pense que c'est inévitable aujourd'hui. C'est vraiment le réseau sur lequel euh, on doit être quand on est dans le secteur culinaire. Et d'ailleurs, pour le coup, j'avais fait une fois une petite étude de voir, j'avais demandé à plusieurs personnes du secteur culinaire sur quels réseaux sociaux ils étaient. Et clairement, c'était Instagram où ils étaient le plus. Et c'est vrai qu'en fait, Instagram, c'est très visuel. Donc, le plus important, ça va être de montrer ce que tu proposes, tes plats, de montrer que ton établissement est ouvert et qu'il est à jour, entre guillemets. Si t'as pas le temps, si t'as pas les moyens, t'as peut-être pas besoin de publier 3 fois par semaine sur Instagram, mais publier au moins une fois par semaine, ça peut être chouette. Et du coup, de mettre en avant un peu ce que tu fais, l'univers intérieur de ton établissement, ce que tu peux proposer à manger. Mais il faut pas non plus oublier le côté humain qui est hyper important, mettre en avant ses équipes, mettre en avant le chef, parce que je pense qu'en tant que client, on aime voir ça aussi, on aime s'imprégner de tout ça. Et c'est vrai que tous ces métiers un peu de la restauration ont du mal à se rendre compte qu'il n'y a pas que les photos qui peuvent aussi être mis en avant sur Instagram. On peut aller aussi de temps en temps juste sur, tu sais, un fond avec du texte écrit, ne serait-ce que pour présenter la carte ou les valeurs, les plats du moment, etc. On peut aussi le mettre par écrit et des fois, ça peut aussi leur permettre d'aller un peu plus vite dans le sens où ils n'ont pas à prendre la photo, ils n'ont pas à se dire est-ce qu'elle est bien prise, est-ce qu'elle est bien cadrée, est-ce que ci, est-ce que ça. Ça, t'as ce côté un peu plus rapide. Mais c'est vrai que oui, c'est un métier à part entière. C'est même encore un autre métier de tout ce qu'on racontait. C'est plus le côté community manager. Et suivant ton établissement, je pense même qu'il est nécessaire d'avoir un photographe qui est vraiment attribué pour ça. Je sais que je travaille avec une brasserie et on a une photographe qui fait les photos que du coup on utilise sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas à dire.
Mais après, c'est sûr que tout a un coût. Il faut savoir où on veut investir. Et c'est ça, en fait, faut le voir comme un investissement. Tous ces métiers-là, faut les voir comme un investissement. L'identité, l'image de marque, c'est pareil, en fait. C'est quelque chose qui, si elle est bien faite, est censée ramener des clients, attirer les bons clients, et donc tu as ce retour sur investissement. Tes réseaux sociaux, c'est pareil. Et finalement, aujourd'hui, avoir un site internet, ça reste important, mais si on n'a pas les moyens, parce que ça coûte quand même aussi de faire un site internet et de l'entretenir et de le garder. Instagram, déjà la plateforme, elle est gratuite. Donc après, tu as des moyens en fait de te mettre en avant, mais dans tous les cas, ouais, tu es obligé d'être au minimum sur Instagram parce que, si quelqu'un veut venir chez toi demain et qu'il y a aucune info, enfin moi personnellement, je n'y vais pas, quoi. Et si j'ai pas eu, si je vois pas que le compte est à jour depuis au moins 2 mois et qu'il y a vraiment rien nulle part, je me dis: «Bah, peut-être que l'établissement est fermé ou alors c'est bizarre, il manque quelque chose» et là, tu perds potentiellement des clients. Oui, puis c'est surtout moi, tu vois, genre à titre très perso, je sais que c'est plus, tu sais, même pour avoir les horaires d'une boutique ou quoi que ce soit, parce que souvent Google, tu sais jamais si c'est vraiment mis à jour. Potentiellement des fois ça l'est pas et tout, et du coup je me dis au moins sur le Insta, tu sais que enfin, tu vois, je me dis forcément ça sera les bonnes horaires. Ouais, c'est clair. Puis tu peux faire des stories à la une aussi, tu sais? Ouais. Du coup, tu mets en story, ça peut te prendre, franchement, 5 minutes. Tu fais une photo de ta devanture, d'une table, on s'en fiche un petit peu. C'est une story et dessus tu écris, ouvert, de telle heure à telle heure. Tu mets tes heures, tes jours, pardon, et tu le mets en story à la une. Tu fais ça au moins, 1 fois par mois et c'est bon, tu vois? Et tu ce truc justement de savoir que c'est toujours bien ouvert. Mmh. Et après, est-ce qu'on communique pareil? Enfin, tu vois, ou en tout cas, est-ce que l'identité va être, je sais pas, il y a des choses spécifiques à penser quand tu es un restaurant ou une boutique, par exemple? Non, franchement, c'est quasiment la même chose. Si tu m'avais dit quand t'es une boutique ou quand tu vends de chez toi, je t'aurais dit: «Oui, ton identité, elle a peut-être pas besoin d'être, heu, hyper poussée dès le début». Parce quand tu vends chez toi, Mmh. parce que du coup, tu as pas ce côté déjà d'avoir besoin de ton logo sur une façade. Ça, tu vois, c'est ce que je parlais dans les déclinaisons de logo. En gros, il t'en faut plusieurs parce que, typiquement sur Instagram, si tu veux mettre ton logo en photo de profil, c'est dans un rond et il va pas vivre de la même manière que sur une enseigne, en format horizontal. Donc ne serait-ce que pour ça, il t'en faut 2. Mais si tu commences de chez toi, parce que ça aussi, il y en a de plus en plus aujourd'hui maintenant souvent des pâtisseries, des personnes qui se lancent d'abord de chez elles pour voir si c'est bien rentable, pour potentiellement derrière ouvrir un établissement. Bah, dans ce cas, tu as pas besoin d'une identité visuelle, hyper poussée. Tu as besoin d'un strict minimum qui montre quand même que tu es professionnel et heu et que ton identité parle à la bonne cible. On en revient toujours à la même chose, Mmh. mais tu pas besoin, de 30 déclinaisons, et cetera. Enfin, c'est quelque chose que tu peux avoir plus tard en refaisant appel à un graphiste. Le mieux, c'est de faire appel au même graphiste. C'est plus simple, mais après, tu peux très bien faire appel à quelqu'un d'autre et c'est aussi à lui de s'imprégner de tout ça pour te compléter ton identité. Et en parlant de logo, est-ce que c'est important qu'il y ait un petit symbole, tu vois, une petite icône? Ou est-ce que, uniquement du texte, ça peut aussi très bien faire l'affaire? C'est toute la question. Alors, je dirais que si tu as un petit symbole, tu es beaucoup plus reconnaissable et tu vas rester dans l'esprit des consommateurs. Donc, c'est assez intéressant pour vraiment, être dans l'esprit de ta cible et qui pense à toi, en fait, en un coup d'œil. Maintenant, tu peux très bien avoir un logo sans symbole, ça se fait pas mal et après ça dépend aussi de ce que tu entends par symbole, tu vois? Parce que tu peux avoir, hem, par exemple, j'ai fait une identité visuelle pour une boulangerie, il y a quelques mois et si tu veux, on n'avait pas de symbole, à titre, pictogramme, petit dessin, petite illustration. Par contre, tu avais un espèce de petite, comment dire ça? J'allais dire petite fioriture, mais c'est pas le bon mot. Mais
Tu Un un petit signe quoi, juste un ouais, mini truc, c'est ça. Tu as un espèce de petit signe qui est, sous la lettre de son O. En gros, c'est chez Manon et tu levais le O et tu avais ce petit signe en dessous et ça, tu pourrais le prendre comme un petit signe distinctif, tu vois? C'est ce qui te permet derrière, quand j'ai décliné son logo dans d'autres formats, par exemple dans un rond, de juste avoir une lettre et ce signe qui revient et ça Mmh. te permet aussi d'être reconnaissable. Mais tu as pas besoin d'aller jusqu'à avoir un dessin d'un cupcake, pour ouvrir ta boutique de cupcakes, tu vois? Non, très clair. Est-ce que tu aurais d'autres conseils qui te viennent comme ça, tu vois, qui genre sont les conseils un peu qui reviennent quand, tu as un nouveau client ou une nouvelle cliente, tu vois, qui sont un peu genre les incontournables à penser? Je pense que déjà le plus important, c'est le côté investissement. Aujourd'hui, quand tu lances ton projet, j'entends totalement que tu as pas les fonds nécessaires, tu vois, à investir dans une identité visuelle, heu, dans une identité visuelle, point. Mais, en fait, ce qu'il faut penser déjà, faut le voir comme un investissement à long terme et du coup, il vaut mieux, moi, c'est ce que je conseille, il vaut mieux attendre 2, 3, 4, 6 mois s'il faut pour avoir les fonds nécessaires et investir dans une vraie prestation d'identité visuelle avec une stratégie d'image de marque et cetera derrière. Quelque chose qui tient la route, plutôt que de te précipiter et de soit faire ton logo tout seul, parce que à moins d'être graphiste, sinon tu le trouveras bien, mais ça marche rarement. En fait, Soit parce qu'il est pas pensé en mode, parce que toi, tu as un regard, enfin, et les graphistes, tu as un regard de, en fait, pour répondre à tel cible, faire ci ou ça peut avoir tel impact que tu n'as pas quand tu as pas fait de graphisme, quoi. ouais, c'est ça, clairement. Puis même, tu vois, sur, Canva aujourd'hui, tu as des logos, par exemple, Mmh. tu les trouves, mais ils sont pas adaptés. Enfin, derrière, il y a les logos, ils sont faits pour répondre à tout le monde. Donc vu qu'ils répondent à tout le monde sur la plateforme, même si tu les mets un peu à ta sauce, tu changes 2, 3 couleurs, tu modifies la typo, ben non, il reste beaucoup trop générique et il parlera pas à ta cible. Et puis tu as aussi le côté, tu as certaines personnes qui te vendent un logo, mais qui du coup te vendent uniquement le logo et tu as pas la stratégie derrière. Ou alors tu as pas les déclinaisons. Et donc tout ça pour moi honnêtement, je pense que c'est à proscrire, faut l'éviter et il vaut mieux que tu prennes le temps de vraiment avoir les fonds nécessaires. Et après c'est vrai que ça dépendra toujours des graphistes, mais tu peux, discuter avec le graphiste qui te plaît et qui répond à tes attentes et voir avec lui pour des facilités de paiement ou autre, tu vois? Moi, c'est quelque chose que je mets en place. Tu as des plans de paiement, j'échelonne sur plusieurs mois, jusqu'à 4 mois suivant les prestations ou suivant le besoin du client. Je suis pas non plus fermée, c'est une discussion et voilà, enfin, tu as plein de petites choses comme ça et c'est vrai que des fois, on se fait aussi une idée du prix que peut coûter, une identité. Des fois à la hausse, des fois à la baisse et du coup, c'est bien de prendre le temps de contacter quelqu'un, de faire les démarches, quitte derrière à lui dire, bah, soit, je peux pas maintenant ou soit juste, je peux pas du tout et j'ai pas envie. Il y a pas de souci avec ça, il y a pas de problème. Mais faites la démarche parce que des fois, vous pouvez être surpris aussi et donc ça, c'est vraiment, c'est le plus important et après je pense, ben, en fait, bien travailler, le côté, à qui je veux parler, qu'est-ce que je veux vendre, pourquoi et qu'est-ce que je veux mettre en valeur. Ouais. Et du coup, effectivement, après avoir, enfin, ça change tout quand même d'avoir effectivement une identité qui reflète tout ça, que, de l'avoir fait soi-même. Enfin, c'est comme dans beaucoup de choses, Bah, c'est ça, c'est comme on dit en gros, par exemple, faut aussi faire la part des choses entre ce qu'on aime et ce que ma cible «aime» entre guillemets et ça je trouve que je le vois de plus en plus autour de moi au niveau des graphistes. Enfin, ils en parlent de plus en plus justement de faire attention parce que même si toi, à titre personnel, tu aimes telle couleur, c'est peut-être pas la couleur qui va correspondre à ta cible et donc faut aussi distinguer les 2. Il y a des couleurs à proscrire complètement d'ailleurs dans l'univers de la gastronomie? Honnêtement, non, je pense pas, ça dépend vraiment de ton concept. OK. Même sur si on va sur des couleurs, tu vois, qui sont moins alimentaires, genre du bleu ou
Enfin, j'en sais rien, ou des trucs très flashy ou non, parce que ça Mmh. peut être l'emballage. Ouais, non, après, ouais, c'est ça, ça reste aussi un parti pris. Ça va dépendre de ce que tu mets en avant. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de couleurs un peu flashy qui sortent pour se démarquer et du coup, c'est plus des établissements, un peu, jeunes, fun, tu vois? Dans ce sens-là, plus burger ou ce genre de choses. Alors oui, je vais pas mettre, enfin, je te conseillerais pas d'avoir du rose flashy si tu as un resto gastronomique, par exemple et encore, ça pourrait se justifier, mais par petites touches, tu vois? C'est Mmh. toujours pareil. En fait, tu as ta palette de couleurs, tu as au minimum, 5 couleurs, je dirais quand même et tu as toujours après, l'utilisation de ces couleurs et tu as toujours une petite couleur qui va se démarquer, qui va être un peu peps pour avoir un petit accent de temps en temps dans ta communication. Donc non, je pense pas que tu aies une couleur à proscrire. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas dit sur ce sujet? Vraiment mettre l'accent sur le côté, aujourd'hui le secteur culinaire a un peu de mal, les restaurateurs surtout je pense, ont un peu de mal à comprendre l'importance de la communication parce que, vu que c'est les réseaux sociaux, ben, c'est juste des réseaux sociaux entre guillemets pour eux, mais faut penser que les réseaux sociaux attirent aussi les clients. Ça va de même pour ton image de marque, qu'elle attire tes clients et que c'est pas juste pour faire joli. En fait, je pense qu'eux ont le plus de mal à se rendre compte de toute cette importance, mais sinon en soi, on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a un peu tout abordé. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Pour terminer, j'ai un petit questionnaire, rituel, le petit questionnaire de Proust, mais en version un peu saveur ou recommandation. Déjà, si tu avais un livre ou un film ou une série, enfin n'importe quoi, dans l'univers de la food au sens large, tu vois, de la gastronomie, qu'est-ce que ce serait ta recommandation? Je pense que enfin la première chose qui me vient à l'esprit, je pense que, ça va peut-être pas trop plaire, mais c'est l'émission du meilleur pâtissier. Je sais que moi, j'adore et en fait, j'aime voir les différentes idées et techniques qu'ils peuvent avoir sur, un sujet qu'on leur donne et ça, je trouve que c'est important. Enfin, c'est chouette pour le côté, créatif et toujours se renouveler. Donc ça serait voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un compte Instagram de pâtisserie à suivre absolument? Et peut-être justement dont tu trouves l'identité, visuelle, tu vois, particulièrement réussie. Enfin, en tout cas, l'ambiance, est très chouette. Écoute, vu que c'est d'actualité, je te dirais Cédric Grolet avec tout ce qu'il a fait, le fait que maintenant, il ait ouvert, sa chocolaterie. Il y a du pour, il y a du contre, mais je pense qu'en fait, ce qu'il fait, pour le coup, en termes de communication autour de toute son entreprise, de ses pâtisseries et cetera, est incroyable et pour le coup, il sait exactement ce qu'il fait et comment il le fait et il sait, mettre en valeur ses produits tout en ayant ce côté hyper immersif. Bah, là, avec la chocolaterie, c'est franchement, c'est incroyable. Il faudrait s'inspirer de ça. Ouais, pour le coup, effectivement, un bon exemple de, communication et directement aussi tu vois directement son univers en un clin d'œil, quoi. Ouais, bah, je pense que tout le monde, quand il voit enfin, une de ses pâtisseries, sait que c'est Cédric Gros ouh là! Quand quelqu'un voit sa pâtisserie, il sait que c'est Cédric Grolet. Ouais, c'est clair. Et si tu as un compte plutôt de dessin, tu vois, à recommander, un univers que tu aimes bien, ce serait lequel? Oh waouh! Heu, alors ça serait plus une artiste peintre, alors c'est Lucille Caligari, mais OK. c'est assez, ça n'a rien à voir avec, la gastronomie. C'est vraiment une artiste peintre et c'est très, moi ça me touche énormément en fait ce qu'elle fait, mais comment dire? C'est assez sombre quand même d'un côté. C'est uniquement des portraits de femmes et en fait ça a un côté très, très touchant. Je suis assez, en fait je suis hyper empathique et c'est vrai que du coup, ses œuvres, je trouve qu'elles sont poignantes et elles me font toujours quelque chose que j'arrive pas à expliquer, tu vois? Mais elles prennent OK. au cœur. OK, trop chouette, je ne connais pas, j'irai voir ça.
Si toi, t'étais une pâtisserie, tu serais laquelle ? Je pense que je serais un layer cake. J'aime Ok. bien toutes les petites couches, le fait qu'il faut le découper pour le comprendre, pour savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je souhaite pas qu'on me découpe, hein, mais... J'ai cru que t'allais me dire éclair au chocolat. Ah, bah non, tu vois. Après, les layer cakes, c'est ce que je préfère faire aussi. J'adore ce côté, en fait, d'être hyper minutieux. Faut que tout soit Très visuel, nickel. finalement. Ouais, c'est ça, très visuel. Bah, j'adore la pâtisserie, mais tu vois, si tu me demandes de te faire un gâteau au chocolat, voilà, je vais souffler, j'ai pas trop envie. Ce que j'aime, c'est faire quelque chose qui va me prendre 1, 2, 3 jours, de Ouais. vraiment avoir une patience, en fait, derrière. J'adore ça. C'est quoi, toi, ton péché mignon ? Bah, du coup, la pâtisserie. Mais t'as un petit truc comme ça, genre, si tu vois, tu te dis là, un petit truc que t'as envie de manger le soir devant un film, par exemple, ou... Alors, il y a 2 choses, peut-être 3 choses que je pourrais manger sans compter. C'est le chocolat noir, vraiment bien noir. Et sinon, les gyoza, je suis hyper fan, et l'avocat en général. Ok. C'est quoi ton dernier coup de cœur pâtisserie ? C'est la semaine dernière, c'était la semaine de la K-Food Week, du coup en France, et il y a certains établissements qui participaient donc à cet événement. Et j'ai été un peu dans les backstage, du coup, pour recommander les établissements à participer à cet événement. Et il faut savoir que du coup, c'était uniquement des produits de Corée. Et j'ai pu goûter, je suis allée manger dans 2 établissements qui ont participé à cet événement. Et il y en a un qui a fait du coup un dessert qui était vraiment incroyable. C'était une tartelette au sésame noir et yuzu. Et dedans, tu avais aussi un genre de... Je sais plus si c'était un craquant, mais tu avais du chocolat au milieu. Enfin, c'était vraiment... Tu avais le côté hyper gourmand, hyper acidulé. Et en même temps, le sésame, c'est un truc un peu... pas terreux, mais tu sais... Oui. tu vois. Et du coup, vraiment, le mix des saveurs était incroyable. Et ça s'appelait comment le resto ? C'était la Brasserie Louise. Ok. Bah écoute, trop bien, j'ai 5 dernières questions pour terminer. Déjà, plutôt sucré ou salé ? Sucré. Cookie ou marbré ? Cookie. Riz au lait ou mousse au chocolat ? Mousse au chocolat. Vanille ou chocolat ? Chocolat. Et puis dessin ou gâteau ? Attends, t'as dit dessert ou dessin ? Dessin. Ah, gâteau alors. Bah écoute, trop chouette, merci beaucoup Emeline. Qui t'aurais envie d'entendre dans Papy, d'entendre soit tu vois un restaurateur, soit un métier qui touche du coup de proche ou de moins proche à la gastronomie comme on a fait là, tu vois, que ce soit du coup du graphisme, de la photo, enfin... J'ai envie de te dire des personnes hyper connues comme Cédric Grolet et tout, parce que ça serait incroyable. Mais ah ouais, je sais pas, j'ai pas de noms qui me viennent vraiment en tête. Non mais très bien, ça c'est de rigoler, ça me va, écoute. Je suis pas sûre de réussir, mais... bah merci beaucoup, c'était très chouette, merci pour tous tes conseils. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ? Saveur. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!